Bonsoir, chers amis africains, mais également à toute la communauté internationale. Je vous l'avais promis, je vais revenir très souvent, la fin de la semaine, pour vous parler des problèmes du Sénégal. Car la dernière fois, lors de la grande manifestation de la diaspora sénégalaise à Paris, vous étiez nombreux, vous les Africains, à venir soutenir cette diaspora sénégalaise. Et aujourd'hui, tout le monde s'inquiète de la tournure des événements dans notre pays. Le Sénégal, jadis, qui était un modèle de démocratie, de respect des droits de l'homme, de respect de la liberté, et aujourd'hui dans un tournant critique et décisif. Donc il nous revient, parce qu'on parle très souvent, et on nous le reproche, nous les Sénégalais, de parler dans notre dialecte, le Wolof, et que les Africains sont intéressés et veulent savoir réellement ce qui se passe. Surtout avec le panafricanisme prôné par Ousmane Sonko. Aujourd'hui, tout le monde parle du Sénégal. Et la communauté internationale aimerait également avoir des informations claires et précises. Je ne parlerai que de faits. Que de faits. Vérifiables par d'autres sources. Car il urge pour le moment de lancer un appel solennel à toute la communauté internationale pour éviter le chaos dans notre pays. Car de manière irréversible, le Sénégal danse au bord de ce chaos. Toutes les personnes averties savent pertinemment que ce que nous sommes en train de vivre, jamais dans l'histoire politique sénégalaise, nous l'avions vécu dans le passé. C'est vrai, en 2011-2012, nous avons eu une tension au point que Obasanjo avait fait le déplacement ici pour inviter les acteurs politiques à réfléchir sur la possibilité de renvoyer l'élection présidentielle. Je me rappelle Feu Alioune Badara Cissé, qui était l'envoyé, le représentant du président Macky Sall, avait dit niet. Je l'avais interviewé à l'époque. Et que les réunions se tenaient à l'hôtel Radisson. Je ne fais pas de la publicité, mais c'était ça la vérité. Aujourd'hui, nous attendons de la communauté internationale la même intervention. C'est vrai, le peuple sénégalais veut prendre son destin en main et le peuple sénégalais est en train de se battre par tous les moyens. En attestent d'ailleurs les différentes manifestations que vous voyez à travers le monde. Partout, Belgique, Genève, États-Unis, Suisse, partout, les Sénégalais sont en train de se mobiliser. Et bravo à cette diaspora. Bravo véritablement à cette diaspora qui est consciente qu'il urge en ce moment de se battre par tous les moyens pour éviter le chaos que certaines personnes n'hésiteraient pas à provoquer dans notre pays. La dernière fois, je vous ai parlé de long en large sur la problématique de l'indépendance de la justice au Sénégal. Et je vous ai donné des éléments réels qui existent toujours et à suffisance. J'ai même détaillé ces goulots d'étranglement
qui mettait aujourd'hui la justice sénégalaise sous le joug du pouvoir exécutif. Mais plus exactement sous le contrôle du président de la République, qui est un président d'un parti politique, qui est un acteur politique et qui peut utiliser la justice pour tout simplement éliminer ses adversaires politiques ou autre chose. Je reviendrai plus tard. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Les magistrats eux-mêmes disent haut et fort que la justice sénégalaise n'est pas indépendante. Il n'existe pas une rencontre de l'Union des magistrats du Sénégal où on n'a pas évoqué la non-indépendance de la justice sénégalaise. À chaque fois que des communiqués arrivent dans les rédactions, c'est mentionné, surligné à la limite, la non-indépendance de la justice du Sénégal. C'est une vieille revendication, objectivement, une très vieille revendication de l'Union des magistrats du Sénégal. Donc nous qui sommes très loin de la machine judiciaire, si on l'évoque, c'est parce que les acteurs qui sont au sein de cette machine judiciaire sont conscients que le système judiciaire sénégalais est très loin d'être indépendant. Le magistrat qui s'était le plus engagé dans ce combat était sans conteste Souleymane Teliko, qui était l'ancien président de l'Union des magistrats du Sénégal. C'était son cheval de bataille quand il était à la tête de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal. À tel point que le président de la République, Macky Sall, l'avait considéré comme un adversaire politique. Il a eu tous les déboires du monde avec le ministre de la Justice, mais également avec le président Macky Sall. Pour la bonne et simple raison qu'il se battait. Il a produit beaucoup de livres sur la non-indépendance de la justice sénégalaise. On a vu des magistrats comme le juge Dème démissionner de la magistrature. Parce que conscient que cette justice n'est pas indépendante. Les décisions de justice qui sont rendues souvent peuvent faire l'objet de débats. Alors, Souleymane Teliko, avec l'appui de la société civile, avait même pu organiser un colloque avec d'éminents juristes pour mettre à nu le contrôle que le pouvoir exécutif avait sur le pouvoir judiciaire. Le contrôle que le président de la République, qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, avait sur la justice sénégalaise. Alors que c'est un acteur politique, c'est un président d'un parti politique. Et on en arrive au Sénégal au point qu'aujourd'hui, qu'on assimile la justice à un bras armé du président Macky Sall pour régler des comptes et éliminer des adversaires politiques. Toutes les personnes qui dérangent le régime de Macky Sall parce qu'ils ont le courage
de dénoncer les dérives autocratiques, que vous soyez un politicien, un activiste, un journaliste. Ordre a été donné à la justice de vous guillotiner, tout simplement. J'en suis un exemple parfait. J'en suis un exemple parfait. Je suis sous contrôle judiciaire. Présentement. Je suis dans une prison à ciel ouvert. Tous les Sénégalais sont en sursis au Sénégal. Tous les Sénégalais. C'est le système qui est mis en branle. Hier, le secrétaire général du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, a été arrêté. Ses avocats parlent d'enlèvement, de kidnapping. À 22 heures, devant les locaux de la Direction générale des impôts et domaines. 22 heures. Vous pouvez vous-même regarder la vidéo. Je n'inventerai rien. Vous pouvez regarder la vidéo sur la chaîne YouTube de Dakar Matin et avoir votre propre jugement. Aujourd'hui, l'homme politique qui est en ligne de mire du pouvoir de Macky Sall et Ousmane Sonko, le président de PASTEF. En 2019, c'est grâce à la justice qu'il a pu éliminer ses adversaires politiques comme Khalifa Ababakar Sall, Karim Wade. Aujourd'hui, en direction de la présidentielle de 2024, l'homme politique qui est en ligne de mire du pouvoir du président Macky Sall et qu'on cherche à éliminer par tous les moyens possibles, c'est Ousmane Sonko, le président de PASTEF. On lui avait collé une histoire de viol. Mais j'ai comme l'impression qu'ils se sont rendus compte que ce dossier vraiment, c'est un dossier qui atteste d'un complot manifeste. Et les éléments pour étayer cela existent. Aujourd'hui, c'est sur la base d'une plainte déposée par un ministre chouchou du couple présidentiel, protégé par le couple présidentiel, Mame Mbaye Niang, qu'Ousmane Sonko est traîné devant les barres pour diffamation. Pour diffamation. Sur un dossier qu'on appelle le dossier Prodac. J'ai fait des lives sur le dossier Prodac, j'y reviens pas. Alors, Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais, justiciable, qui ne refuse pas d'aller devant les cours et tribunaux, qui ne refuse pas de déférer à une convocation du tribunal. Mais un fait scandaleux, remarqué, constaté par vous de la communauté internationale. Et vous êtes dans un mutisme profond devant ce scandale. 48 heures avant chaque convocation au tribunal, il est mis en résidence surveillée.
je répète, 48 heures avant chaque convocation, il est mis en résidence surveillée. Il ne peut ni sortir, ni recevoir des personnes chez lui. Je vais vous montrer les images. On regarde ces images et on revient sur ce plateau. amul lenn lu ko tere mais nee nañ waruma génn sama kër loolu mooy Sénégalu Macky Sall et voilà ce que nous vivons avec ma famille. C'est interdit de sortir. Par qui? Hein? Désarmé, vous êtes très courageux. Avec mon fusil, vous tentez de tirer sur le véhicule. Ça, c'est pas du courage. C'est pas ça le courage. On ne vous a pas formé pour ça. On ne vous a pas formé pour tirer sur un véhicule civil désarmé. C'est ça la police de Macky Sall. C'est du banditisme d'État. On peut vous considérer comme des nervis, mais pas des policiers. Parce qu'un policier ne tire pas sur vous. Vous ne pouvez même pas évaluer le risque de temps. Moi, là où je suis, qu'est-ce que je peux vous faire? Quel risque y a-t-il de charger un fusil à pompe pour tirer sur ma voiture? C'est ici que ça se joue. Ça se joue ici dans la tête. Vous n'êtes pas des criminels, vous êtes des citoyens sénégalais. Demain, on va se retrouver dans la rue, vous et moi. Probablement, on n'est même pas là. Macky Sall jarul li mu leen di def moom bu leen ko nangu. Soo tiré woon nit dee après lan nga ci gagné. Absolument. Donc utilisez vos cerveaux. Vous avez vu ces images d'Ousmane Sonko séquestré chez lui, qui discute avec les forces de l'ordre, qui ont empêché à son fils d'aller à l'école. Un enfant qui a un sac à dos qui doit aller à l'école. On séquestre son père qui est acteur politique et on empêche à son fils d'aller à l'école. À vous de juger. Et cette décision de le mettre en résidence surveillée n'est assortie d'aucune base légale. Ce n'est pas une décision de justice, ce n'est pas une décision d'une autorité administrative. C'est la volonté du président Macky Sall qui donne des ordres et on exécute. Pire, lorsqu'il décide de se rendre au tribunal le jour du procès, juste vous rappeler que le jour du procès d'Ousmane Sonko, le Sénégal est à l'arrêt. Le ministre de l'Éducation nationale décide de décréter des vacances pour les élèves. Les banques ferment à 13 heures. Rien ne fonctionne dans ce pays. L'économie est à l'arrêt au Sénégal. Vous pouvez librement circuler. Sur la route, vous allez voir uniquement que les forces de défense et de sécurité et l'image rappelle le déploiement israélien dans la bande de Gaza. Et lorsqu'il décide de se rendre au tribunal, Ousmane Sonko,
les forces de sécurité et de défense lui intiment l'ordre ou l'itinéraire à suivre. Quand il quitte chez lui, il est libre, un citoyen, d'aller comparaître ou même de ne pas y aller. C'est des voitures blindées qui lui intiment l'itinéraire qu'il doit impérativement suivre. Regardons les images. Tu psychaliser un citoyen honnête, un citoyen honnête, c'est l'image de Régie, c'est l'image. C'est l'image, c'est l'image de Régie, c'est l'image de Régie, c'est l'image. C'est l'image de Régie de la République. C'est l'image. C'est l'image de Régie de la République. Tu brutaliser un citoyen, tu brutaliser un citoyen. C'est l'image de Régie. C'est l'image. Le président est en train d'être arrêté. C'est l'image. Ousmane Sonko, accompagné de Guy Marius Sagna. Voilà les images d'Ousmane Sonko entre les mains de l'élite de la police, de la gendarmerie. Vous avez vu, de vous-même. Je dis, on a dépassé maintenant l'âge où on invente des choses. On vous donne les images et vous allez constater et forger votre intime conviction. Est-ce normal ou anormal? Pire, les forces de défense et de sécurité ne se privent même pas de casser les vitres de sa voiture pour l'extraire de force, pour soit l'acheminer au tribunal, soit l'acheminer chez lui, le ramener chez lui. Regardons ces images. Voilà. Je suis en état d'arrestation. Hein? Non. Est-ce que des forces de l'ordre ont le droit d'extraire quelqu'un de son véhicule? Hein? Non, je pose la question avant. Venez. Monsieur, arrêtez de faire du sale. Non, c'est pas du sale. Ouvrez ici, là. Ouvrez ici. Vous avez vu comment on a brisé les vitres de sa voiture pour l'extraire de force. La suite, pour la jeter dans une voiture blindée, pour le ramener de force chez lui. Alors, parlons du procès Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko. Normalement, vous devez vous inquiéter et se poser des questions en se disant, mais
ça doit être un procès purement privé qui concerne 2 Sénégalais, Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko. 2 citoyens sénégalais. Mais l'affaire est devenue aujourd'hui un procès de l'État du Sénégal contre Ousmane Sonko. Car l'objectif in fine est tout simplement de rendre Sonko inéligible pour la présidentielle de 2024. Autrement dit, la plainte de Mame Mbaye Niang est devenue aujourd'hui un prétexte utilisé par l'État du Sénégal en complicité avec la justice pour tout simplement rendre un verdict qui ferait de Sonko quelqu'un qui ne pourrait plus candidater en 2024. Je vais vous expliquer qu'est-ce que la justice a fait. Mame Mbaye Niang a porté une plainte en bonne et due forme. C'est son droit le plus absolu. Mais le parquet, qui est contrôlé par le ministère de la Justice, qui lui donne des ordres, le parquet a repris la plainte de Mame Mbaye Niang pour non seulement rédiger cette plainte en bonne et due forme, enlever toutes les possibilités de nullité de cette plainte, mais le parquet a ajouté d'autres délits. Le parquet a repris la plainte de Mame Mbaye Niang pour rédiger la plainte et enlever toutes les nullités possibles. Ok? Mais au lieu de s'en limiter là, le parquet a rajouté sur cette plainte injure publique, faux et usage de faux. Faux et usage de faux. Si Ousmane Sonko est condamné, ils peuvent entamer une procédure pour l'enlever à la mairie de Ziguinchor. Voilà l'objectif. Injure publique. Ils ont mis dans cette plainte. Mame Mbaye Niang qui avait porté pour diffamation, aujourd'hui la plainte est diffamation, injure publique, faux et usage de faux. Le 16 mars était la date qui avait été retenue. Les images que je vous ai montrées tout à l'heure, c'était les images du 16 mars. On a aspergé un liquide qu'on soupçonne de toxique, qu'on soupçonne. Ça, c'est les analyses des laboratoires qui peuvent l'attester. Qu'est-ce qui s'est passé? Ousmane Sonko, au tribunal, a eu des malaises. On a même empêché l'ambulance médicalisée de le transporter. C'est une voiture blindée qu'il a ramenée chez lui. On a renvoyé le procès jusqu'au 30. Chez lui, pendant 4 heures de temps, on a empêché au médecin de venir le consulter. C'est bien de rappeler tout cela. Finalement, il fut hospitalisé. Tous les médecins qui étaient à son chevet sont persécutés par la justice, qui leur demande le dossier médical de Ousmane Sonko. Alors, nous en sommes là en ce moment. Il fut hospitalisé et le procès a été reporté jusqu'au 30. Fait majeur, la veille du procès. La veille du procès, le 29. L'avocat Maître Juan Branco, qui devait venir et qui est membre du pool d'avocats d'Ousmane Sonko, est arrivé à l'aéroport de Dakar.
Manu Militari, il a été refoulé la nuit. Il a été refoulé à l'aéroport avec un prétexte fallacieux qu'il aurait traité Macky Sall de tyran. On refoule l'avocat Juan Branco qui retourne chez lui. Et qu'est-ce qu'on constate? Au même moment, l'autre parti, Mame Mbaye Niang, l'autre parti, l'État du Sénégal, avait leur avocat qui venait de la France, Maître Olivier Sur. On lui a déroulé le tapis rouge. Le 30 mars, Sonko ne s'est pas rendu au procès parce qu'il avait un certificat médical. En l'espace de 30 minutes, le procès a été évacué. Le président du tribunal a refusé de prendre le certificat médical de Sonko. Il a refusé de donner la parole aux avocats d'Ousmane Sonko. Pour en avoir le cœur net, écoutons ici les explications de Maître Clédor Ciré Ly, qui dirige le pool des avocats d'Ousmane Sonko. Je veux faire une déclaration. Il y a des années déjà, j'avais dit que l'État du Sénégal avait rompu avec la démocratie et l'État de droit. Et chemin faisant, aujourd'hui il est manifeste que la politique a fait irruption dans le palais de justice. Et lorsque la politique entre dans le palais de justice, il appartient aux acteurs judiciaires d'être lucides. Sinon, c'est de la folie. Ce matin, nous avons assisté à une véritable folie judiciaire. Un tribunal qui a perdu son droit et son latin. Je ne vais pas développer, c'est des questions de droit, mais déjà le tribunal s'est fourvoyé et ne peut pas rendre une décision qui puisse ne pas, en fait, violer le droit à un procès équitable. C'est du point de vue procédural, je ne développe pas. Il est manifeste que si nous avons quitté la salle, nous avons été contraints de le faire. Dans la mesure où, avant que les débats ne commencent, les avocats peuvent présenter des préliminaires. Le premier préliminaire qui était posé, c'était qu'il fallait que les avocats puissent obtenir quelques minutes. On ne presse pas un procès. L'important, c'est de rendre le bon droit. Ce qui a été refusé. Ensuite, la défense a voulu développer un autre préliminaire dans la mesure où il avait déjà limité le temps en disant seules 3 personnes pouvaient parler d'un côté comme de l'autre et le ministère public. Du point de vue principiel et du droit pur, chaque fois qu'on est dans une salle d'audience et que la parole est donnée, même le bambin qui n'est pas en première année de droit, c'est que la parole est donnée en dernier à la défense. Et cette parole devait permettre que l'on dépose un certificat médical qui permette au tribunal de voir quelles règles de droit appliquer. Ce n'est pas que parce qu'on a déposé un certificat médical que le tribunal peut renvoyer ou bien que le tribunal doit juger. Non. Cela dictait une autre règle procédurale. Mais comme je l'ai dit, alors le tribunal avait perdu son latin et avait perdu ses moyens et était rentré dans une logique où il ne fallait pas écouter les avocats, ni de par leurs moyens, ni de rien du tout. Et le juge ne s'est pas privé de dire, maître, dans des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, la défense se retire. Est-ce qu'il appartient à un juge de le dire? Donc, le tribunal était dans la logique, non pas de ne pas écouter les avocats,
mais était en train de voir quel était le confort que la défense pouvait lui donner en quittant la salle. Il est clair. Et nous avons demandé un donné acte. C'est le minimum. Que le tribunal constate que nous déposons un certificat médical et qu'il l'a reçu. Il avisera après, du point de vue procédural, ce qu'il fera. Le tribunal a refusé de prendre le certificat médical. Nous avons demandé à ce que le tribunal demande au greffier de donner acte de ce qu'il a refusé de prendre le certificat médical. Le tribunal a refusé. Et a commencé à lire l'assignation. A-t-il terminé la lecture? Ne l'a-t-il pas terminé? En tout état de cause, il a donné la parole immédiatement à la partie civile. Donc nous sommes là où nous nous mettons dans le conformisme d'un cirque, ou bien nous faisons comprendre au monde entier que nous ne sommes pas devant un tribunal, mais nous sommes devant un organe en commandite. Et mieux encore, aujourd'hui j'interpelle le monde entier. La défense entière de tout l'univers, c'est une attaque contre la profession d'avocat. Le fait qu'on ait brutalisé et retourné manu militari notre confrère qu'on n'arrive pas à joindre. On ne sait même pas dans quel avion on l'a mis et où est-ce qu'on l'a débarqué. On a empêché la défense d'exercer la profession. Donc ce n'est pas une attaque ni contre Sonko, ni contre nous seuls, mais contre en fait l'ensemble de la défense. Et il n'appartient pas à un État de choisir qui va venir défendre un citoyen ou qui ne doit pas venir pour défendre un citoyen. Nous avons pu voir que l'État a laissé entrer dans le territoire national un avocat étranger venu pour la partie civile. Et cet avocat est dans la salle. Et au même moment, il a amputé Ousmane Sonko de la défense qu'il s'était choisi. Donc, il est manifeste que c'est un précédent. Et nous sommes dans un État où il n'y a que des précédents. J'avais dit qu'il y a l'école de Macky Sall. Le précédent qui utilise l'appareil judiciaire pour dévoyer la démocratie et empêcher aux opposants d'aller aux élections. Il y a une seconde école de Macky Sall. Cette école, c'est que désormais, les États empêcheront la défense de faire venir des avocats de notre pays. Voilà pourquoi cela interpelle la défense de tout l'univers. Et je pense qu'il y aura en fait des réactions fortes. Rien que pour cela, même sans le fait qu'il n'ait pas reçu le certificat médical, les avocats n'avaient pas le droit de plaider et la partie civile n'avait pas le droit de rester parce que les avocats, c'est un monde unique, c'est un monde solidaire. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que Ousmane Sonko a déposé des certificats médicaux qui font qu'il se trouve dans un état d'incapacité. Ce certificat médical, je l'ai dit, haut et fort, n'empêchait pas le tribunal de continuer ses débats et de trancher. Et de donner aussi la parole aux avocats. Mais il est manifeste, comme je l'ai dit, il y avait des erreurs et le tribunal a perdu son latin. Je crois que c'est clair comme l'eau de roche, les explications de Maître Clédor Ciré-Ly. En 30 minutes, Ousmane Sonko a été condamné à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions d'amende. Voilà. Les avocats de Mame Mbaye Niang, jubilés après le verdict. Ils étaient heureux du verdict. Écoutons Maître Olivier Sur dans ses propos. Nous sommes satisfaits de cette décision de justice pour 2 raisons. La première raison, c'est que
comme vous venez de le dire, il y a eu une condamnation pour diffamation. La diffamation, c'est un délit qui est lourd. C'est un délit qui marque l'abus de droit de la liberté d'opinion, et il fallait qu'il fût condamné, et il a été condamné. La deuxième source de satisfaction de notre côté, c'est que cette condamnation est lourde parce qu'il y a le mot prison, et même prison avec sursis. Lorsqu'il y a le mot prison, c'est lourd et c'est symbolique, mais pour autant, cette condamnation est mesurée à tel point qu'elle ne le prive pas de ses droits civiques, politiques et de rester dans le débat politique. C'est-à-dire que les juges n'ont pas rendu une décision politique, les juges ont rendu une décision judiciaire. Quel est le rôle du juge? C'est d'apaiser les choses. Et si la décision avait été trop lourde, eh bien c'était la ville qui s'enflammait, le pays peut-être aussi. Et le débat politique qui risquait, comment dirais-je, prendre un virage nouveau. Aujourd'hui, les juges ont respecté la continuité et la liberté du droit de chacun de s'exprimer, mais ils ont mis les limites. Les limites, c'est l'outrage. Les limites, c'est ici la diffamation. Les limites, ce serait une autre fois l'injure. Les limites ont été posées. Donc, bravo à la justice, bravo à la démocratie. Mieux, après Olivier Sur, Mame Mbaye Niang a fait une déclaration relayée par toute la presse où il disait qu'il était heureux parce qu'aujourd'hui, la justice l'a blanchi, qu'il va prendre les 200 millions, distribuer ça aux écoles coraniques. Le surlendemain, il a même envoyé un huissier à Ousmane Sonko pour essayer de récupérer la maison de Ousmane Sonko. Alors, tout le monde pensait que l'affaire était close. On passe à autre chose. Mais bizarrement, et à la surprise générale, Mame Mbaye Niang a tenu une conférence de presse. Sûrement, entre-temps, le palais était en colère parce que les personnes qui sont proches du couple présidentiel ont écrit des articles pour attaquer le verdict du juge, pour dire que le juge qui a rendu le verdict est partisan de Pastef. Ils ont même attaqué Moustapha Fall, qui est le président de cette juridiction. Ils ont traité de tous les noms d'oiseaux le juge. Pourquoi? Parce que tout simplement le verdict qui a été rendu ne rendait pas, qui a été rendu par le tribunal, n'est pas un verdict qui leur était favorable, dans la mesure où leur objectif est de rendre Sonko inéligible. Et ils ont instruit à Mame Mbaye Niang de tenir une conférence de presse. Il a tenu une conférence de presse pour se rétracter. Pour dire que non, il va y avoir une deuxième mi-temps, parce que notre objectif est de rendre Sonko inéligible. Alors, le juge qui avait prononcé le verdict a reçu une pression insupportable pour tout simplement pour qu'il puisse avoir à temps le jugement en l'espace de 48 heures, quelque chose qui est exceptionnel dans les annales judiciaires du Sénégal également. Ils ont pu avoir le verdict. Le parquet, qui avait conduit en réalité la plainte, a interjeté immédiatement appel. Mame Mbaye Niang a décidé également, lui qui était tout heureux lorsqu'on a rendu le verdict et qui fanfaronnait, a décidé également
d'interjeter appel. C'est extraordinaire. Et le procès en appel est programmé pour le 17 avril, lundi prochain. Du jamais vu également dans les annales judiciaires du Sénégal. En l'espace de 2 semaines, on a jugé le procès en première instance. En l'espace de 2 semaines, on a programmé son procès en appel. Or, la loi est très claire au Sénégal. Il faut 30 jours pour fixer un procès en appel, après un jugement en première instance. Il faut 30 jours pour fixer un procès en appel, après un jugement en première instance. Mais en l'espace de 2 semaines, la justice sénégalaise a décidé de tenir un procès en appel express, du jamais vu. Du jamais vu. Vous pouvez poser la question à des juges. Mais ce qu'on retient de ce procès qui est programmé le 17 avril, ce n'est rien d'autre qu'une violation grave, et j'espère que les instances régionales et internationales qui défendent les droits humains et ceux des droits de la défense vont réagir. Et je sais que l'État du Sénégal, passez-moi l'expression, s'en fiche éperdument de ces réactions. Parce que l'État du Sénégal a été condamné à maintes reprises au niveau de la CEDEAO. Jamais ces décisions de justice de la Cour de la CEDEAO n'ont été respectées par l'État du Sénégal. Et ce qui est honteux, à chaque fois que l'État du Sénégal est traîné devant les juridictions internationales, l'État du Sénégal a un camouflé, l'État du Sénégal est condamné. Mais plus grave dans ce dossier, le procureur Amady Diouf, mon bourreau, que je connais très bien, peut-être l'a dû oublier, que je connais très bien, le procureur Amady Diouf qui avait instruit la plainte de Mame Mbaye Niang, mais qui y avait rajouté les injures publiques, le faux usage de faux. Entre-temps est devenu le président de la Cour d'appel. Aujourd'hui, c'est lui le président de la Cour d'appel. Donc, il va hériter de ce dossier. C'est le procureur qui a instruit le dossier. Entre-temps, il devient président de la Cour d'appel. Il hérite du dossier qu'il a instruit au parquet. La conclusion est quoi? Il sera juge et partie. Il sera juge et partie. Le bon sens n'accepte même pas ça. C'est une question de bon sens. Dans ces conditions, peut-on parler de justice neutre et impartiale? Peut-on espérer une seule seconde qu'Ousmane Sonko sera jugé en toute impartialité? Permettez-nous d'en douter. C'est aussi simple. Permettez-nous d'en douter. Voilà ce que je voulais aujourd'hui dire à toute la communauté internationale. Permettre également à nos frères africains de mieux comprendre les enjeux ici au Sénégal. L'objectif n'est ni plus ni moins que de réunir toutes les conditions
pour rendre impossible la candidature d'Ousmane Sonko pour la présidentielle de 2024. Je crois que ces avocats vont se battre. Le peuple sénégalais également va se battre pour qu'au moins au Sénégal, qu'on respecte les règles du jeu démocratique. Et d'ailleurs, je m'interroge. Quand je vois un régime qui dit « Tout ce que j'ai réalisé dans ce pays, personne ne l'a réalisé auparavant. Aucun président n'a fait ce que j'ai eu à faire. » Pourquoi avoir peur d'aller dans une élection avec tous les candidats et les battre? Parce que c'est les Sénégalais. Le peuple sénégalais est souverain. C'est les Sénégalais qui votent. Mais si on est sûr, le président Macky Sall n'a jamais eu le courage d'affronter frontalement ses adversaires politiques dans une élection régulière et normale et transparente et gagner avec les honneurs. C'est important. Gagner avec les honneurs, c'est très important. Et par tous les moyens, il cherche à éliminer des adversaires. Quel est le mérite de cette victoire? Je vous remercie, tout en vous donnant rendez-vous très prochainement pour d'autres informations sur votre chaîne YouTube Dakar Matin. Je vous demande également de s'abonner pour connaître cette masse critique. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook, Pape Alé Niang, mais également sur Twitter, Pape Alé Niang également, pour qu'on puisse continuer. Je vais vous donner toutes les informations sur le Sénégal. Merci et à très bientôt.